Al24 News, bienvenue pour une édition spéciale, la visite du président de la République du Niger, Abdelrahman Tiani, sur l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et à sa suite, son lot de réunions relance en plus une relation diplomatique qui ne s'est jamais vraiment interrompue, mais relance surtout des chantiers énergétiques majeurs pour non seulement les deux pays, mais également l'ensemble de la sous-région. La coopération énergétique entre les deux pays voisins est trop importante, essentielle pour le futur, pour s'en trouver gelé. Loi de la réelle politique et surtout un partenariat gagnant-gagnant qui prime, et finalement ce n'est pas plus mal. Alors de quoi s'agit-il? À travers d'importantes discussions au sommet, on a appris la finalisation de cette fameuse route énergétique qui est si stratégique, le gazoduc transsaharien. Les travaux débuteront juste après le Ramadan, déclaration majeure dont on a parlé ici même lors de notre dernière émission, car le projet en lui-même dépasse l'aspect énergétique, mais il s'agit plutôt de l'intégration régionale, le développement à la place du tout sécuritaire, et ça c'est la doctrine d'Alger depuis des décennies. On en parle plus en détail avec nos invités du jour. À tout de suite. Gazoduc transsaharien Algérie-Niger, le lancement des travaux reprendra juste après le Ramadan. À l'issue de son entretien avec son homologue nigérien à Alger, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a souligné que les deux pays sont parvenus à un accord définitif pour entamer la phase opérationnelle. Et je lis, dès la fin du mois de Ramadan, les procédures pratiques pour la pose des premières sections du pipeline sur le sol nigérien seront lancés, a-t-il affirmé, je parle du président de la République, soulignant l'engagement total de l'Algérie à accompagner ce pays frère dans cette entreprise historique. Et on en parle avec nos invités du jour. Tout d'abord avec moi sur le plateau, Abdelrahman Hadef, expert en géoéconomie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, toujours ravi d'être parmi vous. Toujours un plaisir de vous recevoir, Abdelrahman Hadef. Et avec moi, toujours sur le plateau, Faisal Metaoui. Est-ce qu'on devrait encore le présenter? Rédacteur en chef de la brigade francophone d'Al24 News, chroniqueur, analyste politique. Merci d'être avec nous, Faisal Metaoui. Bonsoir Abdelkrim, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Et avec nous directement, en direct de Londres, il est expert international en énergie, Barded Mandouche. Bienvenue. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous, Barded Mandouche. Alors on va rentrer avec vous dans les détails autour de cette question énergétique, mais à votre niveau et avec vos mots, rappelez-nous pourquoi le gazoduc Algérie-Niger est si important pour les deux pays voisins que sont le Niger et l'Algérie et d'autres. Je parle du Nigeria, mais je voulais en parler avec vous, avec cette info qui vient de tomber, la finalisation du tronçon de 800-900 km qui reprendra après le Ramadan et qui concerne la zone nord du Niger. Absolument. En fait, ce projet stratégique, il ne date pas d'hier. Il date déjà des années 2000. Ensuite, il y a eu des interruptions. Donc, vous vous souvenez qu'à l'époque, il n'y avait pas le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc, l'Europe s'approvisionnait globalement à 55% de ses besoins à partir du gaz russe, qui est traditionnellement historiquement le fournisseur de l'Europe. Donc la situation qui règne au niveau de Russie-Ukraine avec les sanctions de ne plus importer du gaz russe, quoiqu'il y a une petite partie qui est toujours importée par certains pays trop dépendants du gaz russe. Donc là, à travers ces nouvelles données, le projet ces dernières années de gazoduc TSGP, Trans-Saharan Gas Pipeline, a repris. Donc il démarre du Nigeria vers l'Algérie pour aller en Italie d'une longueur de 4000 km. Il reste pas une grande partie à réaliser dans la partie Niger, qui est la partie qui est restante où il y a eu peu de réalisation, à peu près 800 km. La partie du Nigeria, il reste pas grand-chose, à peu près une quarantaine de kilomètres. Et dans la partie algérienne, il reste autour de 1000 à 1100 km, ce qui n'est pas un kilométrage important, compte tenu que nous sommes dans un environnement de désert plat, où il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de contraintes à la réalisation. Et donc, cela pourrait, la partie restante, en temps, si ça reprend, comme vous le dites, après le Ramadan, surtout pour la partie du Niger,
dans la totalité, ça ne devrait pas aller au-delà de 2 ans, ce qui est un record en matière de réalisation. Donc ce projet, il est évalué actuellement à 5 à 6 milliards de dollars. Il est très important avec une capacité de transport autour de 30 milliards de mètres cubes. Il visera essentiellement à alimenter prioritairement l'Italie, mais aussi l'Allemagne, l'Autriche, qui accordent une importance capitale à ce projet, mais également les autres pays européens, puisque l'Europe cherche à sécuriser ses approvisionnements à long terme en matière de gaz. D'une part, d'autre part, elle vise également à stabiliser une stabilité au niveau des prix, et au niveau africain, à leur tête l'Algérie qui aspire à être certainement avec la réalisation de ce projet un hub énergétique au niveau continental, compte tenu de sa très grande expérience à travers la Sonatrach et les compétences qu'il y a au niveau des réalisations d'une part, des moyens de transport à travers le gazoduc existant qui alimente déjà l'Italie et du Medgaz qui alimente l'Espagne et le Portugal du côté est, mais également surtout des compétences algériennes qui ont une très grande expérience, plus de 60 ans, dans l'industrie du gaz, à travers, bien je parle de compétences au niveau de la Sonatrach. Donc ce projet va être un projet stratégique. Il va avoir des retombées économiques certaines au niveau pour les 3 pays. Je rappelle qu'au niveau de toute l'Afrique, 600 millions d'habitants ne sont pas encore raccordés au gaz. À travers ce projet, donc, il contribuera à raccorder aussi des populations, à créer des emplois, à créer des entreprises, à stimuler l'économie locale, mais également il contribuera à satisfaire la demande essentiellement européenne. Je donne un chiffre, d'ici à 2060, la demande européenne en gaz augmentera de 35 et 36%, et elle est en train d'augmenter entre 1,5% à 2%, comme c'est le cas entre 2024 et 2025. L'augmentation de la demande a été de 2%. Et d'ailleurs, on assiste à une courbe ascendante au niveau des prix. En décembre 2025, le mégawattheure faisait $28. En février 2026, il fait $42. Ceci est dû à une forte demande du gaz, compte tenu que le gaz, désormais avec les nouvelles technologies de décarbonation, est entré dans la famille des énergies compatibles avec l'environnement, non polluantes, et très demandé aussi bien pour les consommations domestiques, mais également pour les économies. Et c'est une matière première pour l'industrie pétrochimique. D'ailleurs, ce projet, après sa réalisation, il y a des études qui ont déjà commencé en Italie pour implanter un certain nombre de projets pétrochimiques qui vont être alimentés à travers le gaz qui proviendra du Nigeria en passant par le Niger et l'Algérie. Concernant ce très grand projet... Je vous interromps, je vous poserai encore une deuxième question dans un moment. Je voudrais juste avoir l'avis de mes invités sur place et je reviens vers vous. Donc on l'a dit, Bardel Mandouche l'a dit, l'année 2026 et 2027 sera l'année charnière pour ce gazoduc transsaharien qui traverse, on le rappelle, 3 pays, Nigeria, Niger et l'Algérie, pour aller se déposer en Europe. Il reste une petite portion à finir du côté du Niger et puis le projet est paré. Finalement, on est au bout du bout d'un projet majeur, stratégique, exceptionnel. Ne lisons pas sur les mots. Écoutez, je pense que l'annonce aujourd'hui à Alger, c'est une annonce d'une portée très importante en termes de géopolitique de l'énergie. La réalisation de ce gazoduc va être un peu discutée, reprise à travers toutes les institutions spécialisées dans le domaine énergétique. On parle de 30 milliards de mètres cubes qui vont être acheminés en Europe. C'est un projet structurant pour toute la région. Ce n'est pas seulement transporter du gaz, mais aussi ça va permettre aussi de lancer toute l'industrie gazière. Et là, je fais référence à toute la chaîne de valeur, de la prospection au forage, à la production et aussi à la pétrochimie. Donc c'est un projet qui va ouvrir vraiment des perspectives économiques à toute la sous-région. Aujourd'hui, le Nigeria aussi
Je pense que les responsables nigérians sont vraiment heureux aujourd'hui d'entendre que la réalisation de la partie au niveau du Niger va être lancée très prochainement parce qu'ils avaient besoin vraiment de cet accès au marché européen à travers le gazoduc. Donc, On parle d'un désenclavement. Hein. Bien évidemment. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas seulement une annonce d'un petit projet, mais c'est une grande annonce d'une portée géostratégique, comme je l'ai dit. Et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie démontre cette capacité de cette diplomatie énergétique, parce que durant les derniers mois, il y a eu vraiment une dynamique dans ce sens-là. Les ministres algériens ont sillonné plusieurs pays africains, justement, pour pouvoir faire avancer les grands projets, entre autres celui du TSGP. Dakar au Burkina Faso et au Niger bien avant. Bien sûr, Mozambique, etc. Mozambique, oui. Plusieurs pays, la Libye avec la reprise des activités de la CIPEX, Oui. c'est la filiale plutôt internationale de la Sonatrach. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une configuration tout à fait nouvelle pour l'Afrique et même pour l'Europe, parce que ça a été bien rappelé par M. Mendouche que l'Europe aussi entend diversifier ses approvisionnements. D'ailleurs, il y a tout un programme qui s'appelle le Repower EU 2027 qui ambitionne à déjà diversifier en termes de fournisseurs et en termes de sources d'énergie l'Europe. Et là, je pense qu'avec un projet pareil, aujourd'hui l'Algérie fournit pratiquement 30 milliards de mètres cubes par an à l'Europe. Ça va être doublé en 2 ans, donc c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc on parle, vous l'aurez compris, d'une architecture énergétique entre l'Afrique et l'Europe, dont l'Algérie occupe un rôle central. On parle d'un basculement historique en matière de l'énergie et pour toute la zone. Donc on l'a dit, c'est vraiment un projet majeur qui dépasse même l'aspect de l'énergie, le domaine de l'énergie. C'est un projet stratégique, comme l'a souligné M. Hadef. Je rappelle que le 26 janvier 2026, M. Mohamed Arqab, qui est notre ministre donc, en charge des hydrocarbures, de l'énergie, était donc en visite au Niger pour relancer aussi notre projet. Je reviendrai au gazoduc, c'est le projet de bloc de Kopra au nord du Niger, qui est donc dans la région d'Agadez. Monsieur Mohamed Arqab est ministre des hydrocarbures et des mines, et c'était important parce que la CIPEX, qui est donc la filière internationale de Sonatrach, va travailler bien sûr avec la société nigérienne pour l'exploitation de ce périmètre très important. C'est 260 millions de réserves de barils de pétrole. Et ce projet devait être relancé depuis août, mais il y a eu la crise diplomatique, politique entre les deux pays qui est maintenant aujourd'hui complètement dépassée. Le président Abdelmadjid Tebboune, dans sa conférence de presse avec son homologue nigérien, a rappelé que cette période de froid entre les deux pays a été dépassée, que malgré cette période, il y a eu des relations entre les deux peuples. Donc en plus de ce projet, donc il y a le gazoduc. Le gazoduc est très important. Parce que comparé à notre projet, vous savez qu'il y a notre projet développé par un pays voisin qui ne peut pas être comparé parce que c'est pratiquement le double, pour ne pas dire le plus du coût, 26 milliards de dollars, plus de 26, alors que pour le projet de TSGP, donc le transsaharien du Sahara, c'est presque 13 milliards de dollars. À l'horizon 2046, 46, 50, même 300, 2300 pays concernés. 13 à 16 pays, les questions sécuritaires, alors que l'Algérie a déjà 2 gazoducs évoqués par M. Bardet, vers l'Italie et vers l'Espagne. L'Algérie a l'infrastructure, elle a l'expertise, etc. Elle a un réseau. Et ce qui est important, c'est que Sonatrach revient en force au Niger, parce qu'elle était absente ces derniers mois. Ce projet est de 800 km donc, dans le territoire nigérien, parce que le gazoduc démarre des champs de Wari au Nigeria, traverse presque 1800 km pour arriver aux frontières avec le Niger. Et puis à partir du Niger, il continue vers les frontières algériennes, c'est presque 800 km du sud au nord. Et donc la Sonatrach va agir sur le territoire nigérien avec l'accord des autorités nigériennes. Et ça a été annoncé, vous l'avez dit aujourd'hui par le président Abdelmadjid Tebboune, ça consolide effectivement cette diplomatie de l'énergie, mais également cette diplomatie tout court. L'Algérie, ce n'est pas une diplomatie de parole, ce n'est pas une diplomatie de mots. C'est vrai qu'il y a eu, vous l'avez dit, une relation un peu de crise, de bouderie, mais finalement, ce qui a primé, c'est la confiance. C'est-à-dire les deux peuples, les deux autorités se font confiance et arrivent à dépasser n'importe quelle crise. Et le président Tebboune a rappelé que les relations entre nos deux peuples, nos deux frères,
parce que c'est des pays Continuer frères. à- Ils sont ancestrales, ils sont liés, ils ont continué, il y a des communications, il y a des voyages, Des échanges. il y a des échanges, les avions ne sont pas arrêtés, les relations, ils sont là parce que l'Algérie est un bon voisin. Et c'est les autres voisins qui le disent. Elle a toujours été là et aujourd'hui, le président a rappelé que l'Algérie est prête pour développer d'autres projets. Il n'y a pas que d'énergie, parce qu'on en parlera tout à l'heure, Bien sûr. dans le domaine de la santé par exemple, dans le domaine Formation. des médias, de la formation militaire, formation professionnelle, formation des étudiants, Supérieur. etc. Donc les relations n'ont pas été rompues. C'est vrai qu'il n'y aura pas des ambassadeurs et les ambassadeurs sont revenus. Monsieur Aminou Malam Manzo, ambassadeur du Niger, est Niger, revenu ouais. à Alger et Monsieur Mehdi Bakhada est revenu à Niamey. Ça veut dire que les relations, c'est fini. Mais là, ce retour c'est pas fait uniquement avec le retour des ambassadeurs, il s'est fait avec des actes concrets. Et cet acte de l'Algérie qui soutient un projet très important de gazoduc qui sera construit par l'Algérie, donc dans le territoire nigérien, ça consolide l'idée que effectivement l'Algérie est un pays pibre de Sahel, un pays qui aide ses voisins et qui contribue à l'économie africaine. Ça a été rappelé aussi lors du 39e sommet de l'Union africaine. Les solutions africaines pour les problèmes africains, mais l'intégration économique. Et là, c'est un acte concret, cette intégration économique qu'on veut avec le pays Et voisin. un pari pour le futur, d'où la confiance. Bandel Mendouche, vous devez partir, je vous pose une dernière question. Alors le projet gazoduc transsaharien, on l'a dit, Algérie, Nigeria, les infrastructures sur les territoires qui sont donc entre le Nigeria et l'Algérie sont prêtes, hein. On parle de 2300 km en Algérie finalisé, 1000 km au Nigeria déjà sécurisé et finalisé. Il resterait à peu près, alors on dit 900, 800 km, 841 km au Niger. Alors, finalisation des travaux après le Ramadan, c'est l'information du jour. Bandel Mendouche, d'après les données, ce sont 30 milliards de mètres cubes qui transiteront annuellement, consolidant donc le rôle de l'Algérie comme un hub énergétique non seulement incontournable de cette région, mais l'ensemble de la Méditerranée. Mais c'est vrai que, au-delà de ça, vous l'expert, c'est une prouesse technique, au-delà du savoir-faire diplomatique que vient de réaliser Alger. Que dit l'expert que vous êtes ? Oui, il y a effectivement, comme vous l'avez signalé, la relation de confiance et la diplomatie, le partenariat, disons, l'effort diplomatique qui est en train de se faire et qui est une très bonne chose, mais il y a aussi les compétences qu'il y a au niveau de la Sonatrach. Je rappelle que la Sonatrach, avec son encadrement, a déjà plus que 60 ans d'expérience dans le domaine de l'industrie du gaz. La première petite unité de la Camel à Oran qui a été réalisée en 1964 à l'époque avec Foster Wheeler, une compagnie américaine, et avec des expéditions pour la première fois du GNL au niveau du Japon et de la Grande-Bretagne, alors que déjà à cette époque, au niveau déjà des États-Unis, déjà en construction. Donc il y a ce côté. Il y a aussi les infrastructures dont dispose l'Algérie, à travers bien entendu la Sonatrach. Elle a des complexes de liquéfaction de gaz. Elle a des complexes de production, le plus grand étant celui de Hasirmel. Elle a les moyens de transport terrestre, c'est les gazoducs dont j'avais déjà parlé, celui qui va vers l'Italie, celui qui va vers l'Espagne. Mais elle a aussi des capacités de transport maritime avec 9 méthaniers qui transportent du gaz indépendamment des clients qui ne disposent pas de raccordement avec des gazoducs et qui ont des terminaux de regazéification. Donc ces atouts-là, couplés à des compétences que j'estime, c'est pas parce que je suis issu de la Sonatrach, mais j'estime que ça c'est déjà dit par ailleurs, les meilleures compétences qu'il y a au niveau africain et même au niveau européen en matière de gaz, c'est les compétences qu'il y a au niveau de la Sonatrach. Donc tout ça font que maintenant les pays africains se retournent vers l'Algérie et vers les compétences qu'il y a à Sonatrach. Couplé à cela, il y a l'Institut algérien du pétrole qui est une filiale de formation de la Sonatrach où des Africains sont envoyés pour se former dans les domaines de l'industrie pétrolière et gazière. Il y a la Mauritanie, où il y a un groupe de Mauritaniens qui sont en formation. Il y a aussi le Niger qui certainement va le faire. Il y a aussi le Mozambique qui a eu des contacts aussi dans le sens de la formation et également dans le partenariat. Mais il y a aussi cette nouvelle stratégie de coopération sud-sud qui est une dynamique, je dirais, l'Algérie est la locomotive dans cette nouvelle dynamique de coopération sud-sud.
Ceci étant, l'Afrique recèle de richesses, et notamment de richesses pétrolières et gazières. Et donc, les Africains ont compris qu'ils doivent coopérer, ils doivent faire des accords entre eux. Ils ont des capacités. Par exemple, la réalisation, la Sonatrach a déjà une filiale qui réalise des gazoducs. Il y a aussi une autre société, le groupe Cosider, qui a une filiale qui réalise également les gazoducs. Et donc, probablement, et j'espère que le Niger, à travers sa société pétrolière, va faire appel à l'une de ses filiales pour pouvoir réaliser le tronçon restant à réaliser. Ceci étant, ce projet, il bénéficiera au Niger à travers les droits de passage, comme c'est la règle dans les contrats gaziers et de transport, mais il bénéficiera également de quantités d'achat de gaz à des prix qu'on appelle bonifiés, parce que ce gazoduc traverse son territoire. Et il permettra également de dynamiser l'économie locale et de raccorder les citoyens qui sont pas encore pourvus de gaz naturel. Je terminerai à dire que, comme l'a dit l'un de vos invités, avec le Niger, il n'y a pas que ce grand projet, et il y a également la Sonatrach qui est présente dans la zone de Gafra. Depuis déjà 2015, à travers un contrat partage de production, la Sonatrach, à travers ses filiales, a déjà réalisé 2 puits. Les 2 puits ont été producteurs de gaz, de condensat et de pétrole. Et en 2022, si j'ai bonne mémoire, il y a eu encore une rencontre avec la Sonatrach qui est un autre contrat pour élargir et faire une extension à un niveau d'exploration, de production et de développement des gisements déjà existants. Et donc, c'est une coopération qui est en train de reprendre de manière énergique et de manière soutenue pour pouvoir renforcer le partenariat énergétique entre les 2 pays. Bardel Meddouch, merci d'avoir été présent. Je rappelle que vous êtes expert international en énergie. Merci encore une fois d'avoir enrichi le contenu et les débats. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci. Abdelrahman Hadaf, c'est vrai, l'Algérie a développé une forme de diplomatie énergétique en silence, un peu subtile. Il y a un vrai savoir-faire qui commence à s'installer et qui commence à se démarquer. Bien évidemment, je pense que là aujourd'hui, il y a vraiment un élan diplomatique qui a été développé, mais avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup d'humilité. L'Algérie travaille avec les pays africains selon les spécificités de l'Afrique. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on se comprenne. Et à mon avis, avec le président de la République, ça a été vraiment une diplomatie qui a été trop sage. Par exemple, avec le Niger, il a laissé passer les grandes turbulences, il a ouvert des canaux de communication, malgré que, comme disait Faisal, que les ambassadeurs aient été rappelés, mais l'Algérie a continué à communiquer, à essayer de rétablir les voies, et aujourd'hui, on le voit, le temps lui a donné raison, et la diplomatie tout court a mené aujourd'hui à une diplomatie énergétique qui a vu le lancement de cette réalisation, de ce projet-là, qui, à mon avis, va aussi ouvrir beaucoup de perspectives. Ce n'est pas seulement, comme disait Faisal, c'est un projet, ce n'est pas seulement le projet du gazoduc, mais vous imaginez la population qui va travailler sur ces projets-là. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire pour la population, pour le développement local. Et de là, quand on parle de l'énergie, on va parler de l'économie. C'est parce que il n'y a pas d'économie sans énergie. Aujourd'hui, la sous-région va bénéficier d'une grande infrastructure énergétique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle le fera avec l'appui et l'accompagnement d'une grande compagnie. C'est la première compagnie africaine dans le domaine des hydrocarbures, il faut le reconnaître. C'est une compagnie qui maîtrise toute la chaîne de valeur. Ce n'est pas seulement le côté production, mais de l'amont à l'aval, de la production au transport
à la pétrochimie jusqu'à la commercialisation. Et donc là, on est en face présente au Niger depuis 2011. Hein. Oui, moi, bien avant, quand on a commencé à faire les études, moi je suis aussi cadre de Sonatrach, et durant la période des années 2000, on avait commencé à se préparer avec la CIPEX sur des projets d'externalisation, et le Niger était parmi ces pays-là, avec la Libye, avec le Pérou aussi. Donc on a été sur des projets vraiment d'une vision de long terme. Un vrai déploiement au niveau de l'énergie, de la part de la Sonatrach. Bien évidemment, et il faut le reconnaître, aujourd'hui la Sonatrach dispose des compétences avérées. D'ailleurs, beaucoup des cadres de Sonatrach, surtout durant le début des années 2000, il y a eu grande déperdition. Aujourd'hui, se trouvent dans les majors, dans les grandes compagnies pétrolières, donc dans toute l'industrie oil and gas. On les trouve dans la pétrochimie, on les trouve dans le forage, on les trouve dans l'exploration. Donc aujourd'hui, il faut que ces compétences-là aussi en profitent pour l'Afrique. Et c'est ce que essaie de faire aujourd'hui le président de la République. Ce n'est pas seulement à travers des discours, mais surtout à travers des vrais projets. Peut-être il y aura l'occasion aussi de débattre sur d'autres secteurs qui vont être aussi qui font l'objet aussi de partenariats dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la santé, de la formation. Aujourd'hui, le président a trop insisté sur la formation parce que je pense, à mon avis, c'est la clé. C'est pas que des ingénieurs, c'est tous les techniciens qui sont liés à l'activité. Les soudeurs, tout type d'employés, d'activités. Et l'Algérie, justement, on a vraiment la maîtrise de toute cette chaîne-là à travers toutes les universités, les écoles, avec l'IAP, l'Institut algérien du pétrole, l'INHC, l'Institut national d'hydrocarbures et de la chimie à Boumerdès aussi, et d'autres écoles de la Sonatrach, des instituts de la Sonatrach, avec les écoles à Erzou, à Hassi Messoud et à Hasserman. Donc il y a toute cette maîtrise de la chaîne de valeur du oil and gas. Et à mon avis, le Niger ne trouvera jamais un partenaire aussi fiable, aussi rassurant, parce que même en termes de réalisation, M. Ndou, je parlais de deux compagnies, c'est bien la GCB, la filiale de Sonatrach, et Cossida Canalisation, qui ont cette maîtrise. L'Algérie aussi a une compagnie qui produit aussi et qui maîtrise la canalisation, l'ENAC, l'entreprise nationale de canalisation. Donc il y a tout à gagner avec l'Algérie à travers ce projet-là. Et maintenant, je pense que les délais sont annoncés, le starting point a été annoncé après le Ramadan. Donc finalisation 2027. À peu près. C'est un record, comme nous a habitué déjà le président de la République sur ces grands projets, avec le projet de Garage Biellet et la vie ferroviaire en moins de 22 mois. Donc ce serait la même chose, parce qu'il va veiller personnellement à ce que ces projets-là soient réalisés. Il va mettre toutes les conditions pour y arriver. Faisal Medaoui, hier on a reçu un journaliste du Niger qui nous disait que la proposition d'Alger était si inédite que le gouvernement de son pays, donc du Niger, ne pouvait pas la refuser. Absolument, parce qu'elle est importante, parce qu'on sait que le Niger, qui a aussi des problèmes sécuritaires, on en parlera tout à l'heure, et qui sera aidé par l'Algérie, c'est une promesse aussi annoncée, une annonce faite par le président Tebboune, notamment en matière de formation militaire. Le président Tebboune a déclaré que l'Algérie mettra son expertise, ses moyens, pour la lutte contre le terrorisme, parce que nous sommes de le même tranché. Et donc sur ce plan, parce que ça consolide la sécurité de gazoduc, parce que vous savez, Abdelkrim, que les gens qui sont contre ce projet jouent sur la carte sécuritaire, etc., pour essayer de saboter, comme on sait, comme en Afrique, beaucoup de projets ont été sabotés parce qu'il y a des groupes armés entre guillemets, qui viennent de l'extérieur et parfois reçoivent de l'armement pour saboter des projets de ce type. Ça ne va pas avoir lieu parce que les trois pays concernés sont maintenant décidés à relancer le projet. Il y a un protocole d'accord qui a été signé en février 2025 pour refaire renouveler l'étude de faisabilité. Le président de la République est conscient de ça, c'est-à-dire le défi sécuritaire, il l'a dit, il a fait allusion ce matin. Évidemment, il en a fait allusion, et les deux pays luttent contre le terrorisme ensemble. Ils ont lutté aupavenant, il y avait la crise qui est venue passer par là parce qu'il y avait des éléments extérieurs à la région
qui ont essayé de souffler sur les braises pour un peu attiser la crise entre les deux pays voisins, mais ça n'a pas duré. Vous avez vu que ça n'a pas beaucoup duré. Moins d'une année, les choses sont rentrées dans l'ordre. Ça va être le cas, il me semble, aussi avec le Burkina Faso, parce que M. Arqab, ministre des hydrocarbures et des mines, était aussi au Burkina Faso il y a quelques jours, le 12 février, où il y a eu quand même des annonces importantes, donc notamment un procès-verbal a été signé pour consolider les relations dans le domaine des hydrocarbures, de l'énergie, de la formation, souligné par M. Hadja, parce que la formation est un axe aussi important, et également l'approvisionnement du Burkina Faso en produits pétroliers, le développement et de la coopération dans le domaine du gaz et du pétrole, GPL, et le renforcement des capacités de stockage et de distribution. Donc, avec le Burkina Faso, théoriquement, il y a une crise politique. Mais là, on est en train de la dépasser, notamment grâce à cette diplomatie de l'énergie. Le Burkina Faso est un pays aussi frère de l'Algérie. C'est un pays qui a des relations historiques. L'Algérie, à l'indépendance de ce pays qui s'appelait à l'époque Haute-Volta, a beaucoup aidé à la construction de certaines institutions. Les Burkinabés, moi-même j'ai visité au moins 2 fois ce pays, savent très bien la nature et la force de la relation qui lie les deux peuples et les deux nations. Donc on a dépassé la crise, il n'y a pas de crise, il y a maintenant la coopération. Lors du sommet des pays africains, le 39e, donc à Addis Abeba, on a beaucoup parlé de souveraineté nationale. Et l'Algérie, tout le monde sait comment l'Algérie est attachée à la souveraineté, à la défense de la souveraineté nationale. L'Algérie est attachée au refus de toute ingérence étrangère. C'est pour ça qu'il y a eu la réunion tripartite Algérie, Tunisie, Égypte par rapport à la Libye pour aider le peuple libyen, les frères libyens à dépasser la crise. C'est la même chose pour le Niger et le Burkina Faso, même pour le Mali. L'Algérie a toujours dit qu'elle était prête à aider les frères maliens à dépasser leur crise. Vous savez que c'est l'Algérie qui a abrité la signature des accords de 2015, des accords de paix et de réconciliation, qui peuvent être appliqués si bien sûr il y a une volonté politique à Bamako. Donc l'Algérie n'a pas fermé complètement la porte avec cet autre voisin, parce que l'AIES, qui est l'Alliance des États du Sahel, comprend le Niger et le Burkina Faso. Les choses sont en train de se normaliser avec ces deux pays. Évidemment, je pense que la suite sera aussi la reprise des relations avec normales avec le pays comme le Mali, qui est un grand pays aussi africain. On le souhaite en tout cas. Alors, il y a quelques minutes, Faisal Metaoui a évoqué d'autres gazoducs concurrents, enfin concurrents entre guillemets, puisque le Transsaharien fait 4123 km traversant 3 pays. L'autre traverserait plus de pays. 13 à 16 pays. 13, 15, 16 pays. On parle de l'horizon 2046 pour la réalisation. On peut le dire objectivement, je crois. C'est pas vous qui allez me contredire. En termes de rentabilité, de proximité géographique entre les 3 pays, et surtout, le gazoduc lui confère un avantage indéniable. On peut le dire qu'on n'est pas plus compétitif, mais il n'y a pas d'autres gazoducs. Alors, je pense pas. Honnêtement. Non, je ne pense pas. C'est à l'ingénieur que je parle, c'est pas... Oui, je ne pense pas. Non, réellement, c'est utopique comme projet, surtout avec les défis techniques et financiers. Donc, ce n'est pas seulement de l'annonce, mais il faut aller sur le terrain pour réaliser ce genre de projet. Et sur les études de faisabilité, déjà, on est vraiment sur beaucoup de contraintes techniques. Donc là, à mon avis, c'est quelque chose qui ne c'est un effet d'annonce. C'est un effet d'annonce. Surtout, c'est pour parasiter un peu. Parasiter le projet de TGP. C'était le but, c'est tout. Pas plus que ça. Parce que techniquement, c'est vrai que c'est pas du tout réalisable. Parce que, vous savez, c'est du onshore, offshore. Ça veut dire offshore. Sur la mer. Et vous savez que le offshore, ça coûte très très cher. On parle de 25 milliards à 30 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on va gagner à l'époque? En plus, il faut sécuriser le tracé sur 13 à 16 pays. Le Maroc, il me semble, il n'a pas de gazoduc. C'est pas, et le Maroc, parce qu'à l'époque, quand le projet a été annoncé avec de grandes annonces, j'allais dire médiatiques. Grandiloquentes. Oui, grandiloquentes. On avait parlé d'une étude de tracé, c'est tout. Il y avait une étude de tracé qui a été faite. Voilà. Mais il n'y a rien du tout qui a été réalisé. Je pense qu'il n'y a pas photo que ce projet est un projet chimérique qui ne va jamais être réalisé, parce qu'il faut d'abord que les 13 pays se mettent d'accord, qu'il faut trouver de l'argent, et qu'il faut sécuriser les lieux, qu'il faut avoir l'ingénierie technique, beaucoup de choses qui font que ce projet a été déjà créé de toutes pièces juste pour parasiter le TGP. Voilà. Techniquement, ça n'a pas de sens, sincèrement. Ce n'est pas parce que nous allons réaliser le TGP, mais techniquement, ça n'a pas de sens. Déjà, en termes de topographie, il parlait de onshore, offshore, c'est quelque chose de très compliqué à réaliser. Et maintenant, faire intervenir autant de pays, il suffit qu'un seul pays, à un moment donné, se révolte,
Et là, c'est tout le. Toute l'architecture Toute qui est tombée. l'architecture qui est, En plus, le Maroc, C'est un grand risque. Hein. dans le marketing qui est mis en avant, on parle d'un hub énergétique. Est-ce que le Maroc a les capacités Non, d'être un non. Mais au-delà de C'est un ça, pays qui importe le gaz, qui importe le pétrole, qui n'est pas Non, producteur ça n'a d'énergie. aucun sens. mais même en ça. termes de spécialistes, de pays, enfin, C'est pas un pays énergétique. Donc on peut pas bâtir un projet aussi stratégique avec un pays qui ne maîtrise même pas la chaîne de Il n'a valeur. pas d'ingénierie. il n'y a pas un savoir-faire, il n'y a pas. Il y a pas. Aujourd'hui, quand on parle de Sonatrach, j'ai bien fait de dire que c'est la première compagnie en Afrique. C'est la première compagnie en termes d'économie. Hein. C'est toutes les sociétés africaines, tout domaine confondu. C'est numéro 1. Donc, vous voyez, vous avez une compagnie pareille avec une autre compagnie qui fait peut-être de l'achat de pétrole ou de gaz. C'est tout. Et puis pour vendre le gaz, Il n'y a pas photo là. c'est un gaz à supposer qu'il sera produit, je ne sais pas, dans 100 ans, 200 ans, s'il sera produit. Et pour le prendre au prix, faut prendre en compte le transport. Il n'y a pas de gazoduc entre le pays voisin et l'Europe. Est-ce qu'il faut avoir des méthaniers qui vont traverser l'Atlantique, qui vont faire le contourner de la Méditerranée? Tout à l'heure, Donc ça va coûter très cher. Vous vous donner Et réalisable. aussi ce que Sonatrach est en train de faire. Vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect sécuritaire. Oui. Et là, la Sonatrach, elle est en train de développer des solutions avec de grands groupes technologiques sur la sécurisation à travers des drones, à travers des mouchards, dont les pipelines et les gazoducs. Donc, à travers l'intelligence artificielle, ça fait 2 ans, j'ai assisté à Barcelone à une conférence où les ingénieurs de Sonatrach présenter ces avancées technologiques. Donc On est à l'avant-garde, dans on n'est l'avant-garde pas de la du tout dans, technique. voilà, on n'est pas du tout dans la même. C'est pas le même registre. C'est pas parce que la sécurité Alors. dans 13 pays et 3 pays, il n'y a aucune comparaison à faire. Alors, on l'a dit, hein, il reste une dernière ligne droite pour finaliser, je reviens au gazoduc, hein, pour finaliser le gazoduc transsaharien. Petite partie au Niger, 841 km à peu près. Mais au-delà, avec la réussite de ce projet, on parle d'ici, bien entendu, d'une intégration interafricaine. Intégration interafricaine, ça veut dire qu'on parle ici rien de moins d'un projet majeur d'intégration africaine, mais aussi de consolidation de souveraineté économique, vous en avez parlé, et ceci c'est en droite ligne avec ce que préconisait la ZLECAf, la zone de libre-échange interafricaine. Donc on est, je l'ai dit au départ, au-delà de l'aspect simplement économique et énergétique. J'ai parlé tout à l'heure de la portée géostratégique du projet. Donc là, effectivement, on a un peu abondé dans les aspects techniques, technologiques et énergétiques, mais le projet va apporter aussi vraiment des perspectives économiques. Aujourd'hui, ce genre de projet permet une intégration déjà entre les pays de la région. Je ne parle pas seulement de l'Algérie et Nigeria, mais beaucoup de pays vont en bénéficier parce que effectivement, on va faire passer le gaz vers l'Europe, mais pas que l'Europe. Donc il y aura des points de jonction pour essayer d'alimenter des pays qui n'ont pas accès à l'énergie. On parle aujourd'hui de 40% de la population africaine qui n'est pas raccordée durablement à l'énergie. 600 millions de personnes, hein, c'est pareil. Voilà, c'est un défi majeur. Et l'Algérie aujourd'hui est en train justement de travailler sur ces dossiers-là qui sont des dossiers stratégiques. À partir de là, on est en train de parler de l'intégration économique. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir une économie sans énergie. Aujourd'hui, l'Afrique peut prévaloir aujourd'hui d'un projet qui va permettre à la sous-région de se lancer sur une perspective économique. On peut se lancer sur l'industrie. L'industrie, c'est l'énergie. On peut se lancer sur les infrastructures. Donc, et laissez-moi dire aussi, j'ai parlé tout à l'heure de la portée géostratégique. Avec ce projet-là, l'Algérie, en tant que pivot énergétique, mais toute la sous-région, va avoir un pouvoir de négociation tout à fait différent. Plus fort. Aujourd'hui, quand on parle dans nos approches avec, par exemple, les Européens, avec un projet pareil, on n'est plus sur les mêmes rapports de force. L'Algérie passe à un niveau encore plus haut. Un acteur très important aujourd'hui, dans le domaine de l'énergie. Oui,
en termes de fournisseurs... L'Italie l'a avoué, hein. L'Italie commence à prendre Oui, ça. parce que l'Italie, l'Algérie, parce que vous permettez, M. Hadeb, l'Algérie, c'est le premier fournisseur de l'Italie en matière de gaz naturel. Et deuxième fournisseur de l'Europe, De l'Europe, pratiquement de 20%. 20%, elle est aussi parmi les premiers fournisseurs du Portugal, de l'Espagne. Et l'Union européenne, à chaque fois quand on parle de l'Algérie, on parle d'un partenaire fiable, un partenaire sérieux. L'Algérie est un partenaire fiable et sérieux en matière énergétique. Et personne ne peut douter de ça. Notre intervenant tout à l'heure, M. Bardet, parlait de la crise qui a eu lieu avec l'Ukraine et la Russie, parce que la Russie, à un moment donné, c'était le grand fournisseur. Plus de 40%. Il continue, je pense, à être fournisseur bien avec des... parce que c'est une question de dépendance, indépendance énergétique. L'Algérie est là pour assurer ça. Et ça, effectivement, je suis d'accord avec M. Hadeb, ça renforce et ça consolide la posture de l'Algérie et du Nigeria. Parce que le Nigeria, c'est aussi un grand pays africain. Les deux pays sont des pays qui sont de très très bons rapports entre l'Algérie et le Nigeria. Et c'est des grands producteurs de gaz et de pétrole. Ça consolide aussi toute l'Afrique, tout le continent. Parce que ce gazoduc, il me semble qu'il renforce le continent, un continent qui travaille avec l'Europe. Les Européens maintenant, parce que vous savez que maintenant la vision commence à changer, notamment dans les pays africains. Je parlais du Niger. Le Niger a décidé de nationaliser l'uranium. Et Arlit, qui est une mine d'Arlit, qui est l'une des plus importantes au monde. Parce que vous savez que le Niger est le premier ou deuxième, parmi les 3 premiers producteurs d'uranium dans le monde. Il a décidé de nationaliser avec la Somaïr pour reprendre cette production parce que le président Tiani et les dirigeants du Niger actuellement sont décidés à reprendre la souveraineté du Niger, difficilement bien sûr, parce que les pays extérieurs... Au détriment d'un pays comme la France. Rappelez-vous qu'Areva, devenu Orano, a fait ce qu'elle voulait dans cette région. Elle prenait l'uranium à un prix très 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 bas et elle le vendait ailleurs à un prix triple, etc. Mais également, c'est une compagnie qui a été accusée par le passé, y compris par des ONG, d'avoir alimenté certaines crises sécuritaires. Il n'y a pas que cette compagnie. Des dégâts environnementaux. Des dégâts environnementaux, des problèmes sécuritaires, juste pour que le Niger, un pays souverain, un pays africain, un grand pays d'Afrique, ne puisse pas utiliser ses mines et ses ressources. Et cette idée d'utilisation des ressources naturelles, des ressources minières de l'Afrique, est une idée qui est très dépendue par l'Algérie. Elle a dépendu notamment récemment au sommet africain, parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur ça, et cette conscience africaine est très importante. Du côté européen, j'espère qu'on va comprendre ça. On ne viendra pas prendre le gaz du Nigeria, et on l'utilisera comme on veut. On ne viendra pas prendre l'uranium du Niger. La richesse minière du Niger doit profiter au peuple nigérien, et pourquoi pas au peuple voisin. Parce que c'est ça l'intégration économique. Il y a un seul pays. Quand on voit l'Italie, quand on voit l'Espagne, quand on voit certains pays européens, il y a une approche, l'Allemagne, il y a une approche complètement différente, avec les données du jour, du présent. Oui, absolument. Mais écoutez, le marché aussi, il est sous compétition. Il y a d'autres blocs puissances économiques mondiales qui sont en train d'aller et d'accompagner l'Afrique. Je fais référence à la Chine, qui vient de supprimer toutes les droits de douane à partir du 1er mai. Et là, je pense que l'Europe, elle est appelée aujourd'hui à changer de paradigme, de façon de faire. Oui. À mon avis, je pense qu'ils ont bien, après la crise avec la Russie, je pense que l'Europe a bien compris que son avenir est dans la région. Son avenir est dans la verticale nord-sud. Et là, je pense qu'il y a de grands projets qui sont lancés aussi par l'Europe. Dans ce sens-là, je fais référence sur le South H2 Corridor, le corridor de l'hydrogène vert qui va partir de l'Algérie, Tunisie vers l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne. C'est un projet stratégique. Il y a le Medlink qui va partir de l'Algérie pour alimenter en électricité avec 2 câbles sous-marins l'Europe. Donc c'est de grands projets qui sont en train d'être lancés par l'Europe. Ce n'est pas pour rien. Je pense qu'aujourd'hui ils ont compris que l'Algérie et à travers l'Algérie toute l'Afrique, elle est leur avenir. Il faut qu'ils regardent. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui le plan Mattei qui est lancé par l'Italie, à mon avis, c'est un prélude à vraiment une nouvelle vision des Européens envers l'Afrique. Et là, c'est là où l'Algérie aujourd'hui essaie de faire
je ne dirais pas le forcing, mais essayer de sensibiliser les leaders africains sur la notion de la souveraineté économique. Et le traitement d'égal à égal. Les solutions africaines aux problèmes africains. D'ailleurs, ça a été rappelé aussi au sommet Italie-Afrique. Parce que l'Italie, contrairement, pardon, monsieur Hadeb, n'a pas la même approche par rapport. L'Italie était une ancienne puissance coloniale, notamment pour l'Éthiopie. Mais elle a réglé ce problème mémorial avec l'Éthiopie en reconnaissant les crimes, etc. Elle a fermé cette porte. L'Italie est en train d'agir autrement avec les pays africains. Ce n'est plus l'ancienne puissance coloniale ou l'occidental qui vient donc faire ce qu'il veut. Et c'est pour ça que l'Algérie défend l'idée de la coopération sud-sud. Le ministre mauritanien de l'énergie et du pétrole, M. Mohamed Khalid, était à Alger hier. Et là, effectivement, vous avez vu qu'il y a M. Al-Qabi est parti au Niger, au Burkina Faso, M. Ould Khalid, Mauritanie, est venu en Algérie pour des projets, notamment dans le phosphate, dans l'énergie, dans l'électricité. Cette coopération sud-sud développée et défendue par l'Algérie depuis l'indépendance, en fait. Mais elle a repris plus de force ces dernières années parce qu'il y a maintenant le sud global, que le monde occidental est en train de connaître une crise, j'allais dire, existentielle, le problème avec ce qui s'est passé en Ukraine, le silence des Occidentaux par rapport au massacre et au génocide à Gaza, après qu'il y a une nouvelle conscience dans le monde du Sud, mais également en Afrique. Et la question économique est au centre de ça, parce que vous avez parlé de la ZLECAf, la zone de libre-échange interafricain. L'Algérie, rappelez-vous, en septembre 2025, a abrité la foire interafricaine, la foire commerciale, qui était un succès, tout le monde le dit. Plus de 40 milliards de dollars d'accords et de contrats qui ont été signés. Ça veut dire que cet appui commercial, le commerce interafricain est en train de se développer. L'énergie, maintenant, les pays voisins sont en train de travailler ensemble, notamment pour l'électricité, parce que l'Algérie, vous savez qu'elle fournit l'électricité à Tunisie. Il y a un accord aussi avec la Libye. Il y a un accord qui va signer avec le Niger. Jusqu'à l'Égypte aussi, l'interconnexion. etc. Donc tout ça fait que c'est cette Afrique économique, cette Afrique commerciale, cette Afrique qui est en train de se consolider comme un continent d'avenir. Tout le monde dit que c'est plus l'image, parce que le cinéma, ça vous connaissez bien le cinéma Karim, la télévision et le drama en donnent une idée figée de l'Afrique. C'est les coups d'État, c'est la rébellion, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est le départ des jeunes vers le dorado européen, etc. Cette image est en train de complètement changer actuellement avec ce genre de projets qui sont des projets de futur. Justement, le prochain IATF aura lieu au Nigeria. En 2027. Peut-être ça sera l'occasion d'inaugurer ou d'annoncer la finalisation de la transsaharienne, du gazoduc transsaharien. On l'espère. Faisal a bien fait de rappeler l'événement de l'IATF. Parce que l'édition d'Alger, elle était assez particulière parce qu'elle a porté l'IATF d'une approche commerciale à une approche économique. Et stratégique. Durant l'IATF à Alger, il a été discuté des projets de partenariat et d'investissement. Ce n'a pas été fait par le passé. Et c'est là ce qui donne sens à cette intégration économique. C'est à travers l'investissement. Et c'est ce qui donne sens à ce slogan de l'agenda 2063, l'Afrique sera construite par les Africains. C'est-à-dire qu'on sort de cette Afrique consommatrice, mais ça devient une Afrique productrice qui transforme les produits sur le sol pour l'exportation avec une plus-value. Et le premier pas à faire, c'est d'avoir une souveraineté énergétique. C'est d'avoir de l'énergie. Et c'est ce que fait l'Algérie aujourd'hui, en essayant d'amener les pays africains à développer des projets dans le domaine énergétique. Parce que c'est la clé. L'énergie, c'est l'industrie. Tout à fait. Écoutez, il y a deux aspects, l'énergie et la formation. Si vous avez de l'énergie et une population formée, donc vous n'avez pas peur pour votre avenir. On est indépendant. Voilà. L'indépendance, c'est aussi l'indépendance hydrique. Parce que le sommet africain, il faut revenir au 39e sommet, a remis aussi au milieu du débat la question de l'eau. Remarquez, Karim, les derniers sommets de l'Union africaine ont changé de temps. Ils ont changé de contenu aussi. On ne parle plus des questions sécuritaires, parce que chaque année, c'est la pauvreté, etc. Là, on parle du projet du futur, on parle de l'énergie, on parle de l'accès à l'électricité, on parle de la formation, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de l'accès à l'eau. Et l'Algérie a été citée en exemple à Addis Abeba pour la politique qu'elle mène actuellement. Vous savez que le président Tebboune a donné ordre pour qu'il y ait des unités de dessalement d'eau dans le Saumâtre, notamment à Tindoufé et Tamanrasset. Ça va rejoindre les 19 stations de dessalement qu'on a dans le nord du pays, notamment dans plusieurs régions, sur le littoral. Il y aura d'autres stations. Cette expérience a été citée. L'Algérie a de l'eau
souterraine, il y a de la nappe albienne, il y a de la nappe Une phréatique. des plus importantes au monde, peut-être la oui, plus importante au parmi monde. mais on la laisse pour les futures générations. Ça veut dire qu'il y a une vision d'avenir sur les 50 ans, 60 ans. Exact. Et cette vision, c'est tous les Africains qui peuvent l'avoir. Parce que le continent africain est riche en eau. Il y a beaucoup de fleuves, beaucoup de rivières, etc. Il n'y a pas d'infrastructure. Mais c'est les infrastructures et c'est aussi l'accès des populations. Parce que malheureusement, presque 400 à 500 Africains n'ont pas accès à l'eau potable. Exact. Ça sera possible si les pays africains s'entraident entre eux. Parce qu'il ne faut pas compter sur l'extérieur. C'est vrai qu'il faut avoir des partenariats avec l'Europe, avec l'Asie, avec des pays comme la Chine ou l'Inde ou le Brésil ou les États-Unis ou l'Allemagne. Mais ce serait bien que les Africains travaillent ensemble. C'est ce travail interafricain dans tous les domaines, pas uniquement dans le domaine économique ou énergétique, qui est en train de se mettre en place. Et je pense que c'est ça le début de Ce qui est la sortie intéressant, d'une certaine époque. voilà, ce qui est intéressant aussi par la dynamique portée par l'Algérie, c'est un changement de mindset. Ouais. On n'est plus dans l'aide au développement. On n'a pas besoin d'aide. Les Africains n'ont plus besoin parce qu'ils ont la richesse. Certains ont parlé de néo-panafricanisme avec ça. Voilà. On a de la richesse. Si on traite d'égal à égal, c'est ce que veut aussi prôner l'Algérie à travers toute l'Afrique, parce que les grandes puissances, et je pense que le message était clair de Giorgia Meloni, qui a dit on veut traiter d'égal à égal avec l'Afrique. Oui. C'était clair parce que c'est ça le mindset que porte l'Algérie aujourd'hui. D'ailleurs, le choix de Mattei n'est pas le fait du hasard. Le plan Mattei. Ça renvoie. Oui, non, mais Mattei, le nom. Oui, parce que Mattei, Eni, on sait qu'il a terminé. On sait qu'il a terminé dans des conditions, parce qu'il s'est un peu, il a défié un peu les fameuses 7 sœurs. Les 7 sœurs étaient pro-FLN, il voulait une autre approche pour les pays africains. Il a terminé dans un mystérieux accident. Donc, bien sûr. voilà. Et tous ceux qui avaient une voix anticoloniale, parce que Enrico Mattei, qui est le fondateur de l'ENI, était contre le colonialisme, contre l'esprit néocolonial, et d'autres ont été tués aussi dans des conditions assez scabreuses. C'était le conseiller technique lors des accords d'Évian. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'elle était favorable à ça. Pour continuer l'idée de notre ami Hadeb, c'est que dans le cadre des Africains qui se prennent en charge, qui cèdent, l'Algérie, par exemple pour le Niger, c'est européen au Niger, aussi a d'autres projets. Alors, on ne les a pas peut-être cités, c'est la construction d'une centrale électrique de 40 MW. Qui est actuellement important parce que l'accès à l'électricité, encore une fois, il est important, l'accès à l'énergie, mais également la réalisation d'une raffinerie à Dosso, dans l'ouest du Niger, qui est donc actuellement en projet, en plus d'un autre projet, parce qu'on l'a oublié peut-être. La santé. La transsaharienne. Ah oui. Et vous savez que le tronçon... On n'a pas eu le temps d'en parler, oui, la transsaharienne. le tronçon nigérien... 9100 km, 13 pays... Oui, c'est pratiquement plusieurs pays. Le tronçon du Niger, qui est sur 225 km entre Arlit et Assamaka, est en train d'être réalisé par l'Algérie. Et donc, il y a beaucoup de projets, en plus donc, de l'infrastructure, parce que c'est important aussi. On donne du sens aux paroles. On donne du sens à cette coopération. Il y a l'histoire aussi, parce que c'est un vieux projet c'est vraiment la doctrine algérienne qui... Ça s'appelait déjà la route de l'unité africaine. L'unité africaine, c'est la route de l'unité africaine. Mais cette route, elle est accompagnée par une dorsale de fibre optique. Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'infrastructure, que la route qui va permettre la densification des échanges commerciaux et même le transport des personnes, mais également l'accès à la technologie. Et les routes, on sait que les routes, quand il y a des routes, ça ouvre des perspectives de développement pour des régions, notamment du Sahel. Merci Faisal Metaoui, rédacteur à la brigade francophone d'Al24 News. Vous voyez, le sujet est à la fois passionnant, riche, il y a tellement de choses à dire. On y reviendra certainement lors de nos prochaines éditions. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Abdelrahman Hadef, expert en géoéconomie, d'avoir été présent avec nous. Merci vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. On se retrouve pour d'autres numéros. D'ici là, portez-vous bien.